globalement, tout le travail qu'on a fait ensemble m'a incité à juste être. Et ça se fait beaucoup plus dans la douceur. Alors ça n'empêche pas que, effectivement, tu t'as dit tout à l'heure, c'est ma place, elle m'appartient. Et c'était incroyable en fait, tu vois, de me rendre compte de ça, parce que jusque-là, je n'étais pas... Non, pourquoi j'aurais une place moi ? Non, ça fait des années que j'ai plus de place, en tout cas dans ma tête, j'avais plus de place. Et c'était incroyable que tu me dises, non mais tu sais, t'as une place, elle est à toi. C'est la tienne, t'es pas obligé de prendre la place de quelqu'un d'autre, ni de pousser les autres, ça va se faire. Prends ta place, elle est libre de toute façon. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Ça va, LM ? Oui, ça va. Hyper à l'aise. Non, c'est pas la première fois tout à fait que tu fais un podcast. Pas la première fois tout à fait parce que j'en ai fait un pour me préparer à ce podcast. Ah oui. Ouais, parce que j'avais un peu le stress. Et t'as écrit dans ton agenda LM et son stress au micro. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, le premier podcast que j'ai fait, c'était un premier pas qui consistait à moi parler du stress que j'avais à parler en podcast. Oui. Et c'était un peu l'inception du stress. Ouais. Mais du coup, ça m'a permis de donner une date. Incroyable. C'est comme si... je sais pas si tu as vu cette tête de Brené Brown, j'imagine que oui, sur la vulnérabilité, où elle-même est en train de faire un exercice de vulnérabilité. C'est la meilleure façon de faire, en vrai. Ouais. Bien joué. Voilà, je suis là. Donc ça va, t'es hyper détendu ? Ouais, t'as vu comme je suis droite sur ton canapé. Bon, Hélène, je voulais t'inviter dans Histoire de Daron parce que toi et moi, en tout cas, tu m'as proposé qu'on travaille ensemble il y a de ça 1 an et demi pour trouver ma place de père. On s'est rencontrés, je crois qu'on peut le raconter de façon... Allez, on peut le raconter de façon un peu marrante. Mais donc ouais, Hélène, on s'est rencontrés de façon un peu marrante parce que on s'est rencontrés par l'intermédiaire, pas d'une appli de rencontre. Moi, j'ai trouvé... putain, je t'ai stalké de ouf. Tu m'as stalké. Ça m'est arrivé de temps en temps de faire ça. Ah, je crois que j'étais la première. Si, allez, si. Oui, ok. Ouais, j'irai pas vérifier. Disons ça. Et en fait, j'ai retrouvé par ton prénom qui est un peu caractéristique quand même, je t'ai retrouvé sur LinkedIn et en fait, on a parlé sur LinkedIn pendant des semaines, des mois, avant de se voir en vrai, de se décider que peut-être on allait juste rester amis, que c'était très bien comme ça, et de créer une relation comme ça qu'on a depuis à peu près bientôt cette période-là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu m'as proposé, alors je sais pas ce qui t'a incité toi à venir me dire si ça t'intéresse on travaille ensemble à faire des séances de coaching en fait, tout simplement. T'étais en train de te former, c'est ça, au coaching, ou tu venais de terminer tout juste? Je crois que je venais d'avoir mon diplôme parce que j'avais repris mes études pour être certifiée. Je coachais déjà un peu avant. Et en effet, je t'ai proposé parce que plusieurs fois dans nos conversations, alors du coup ça remonte à il y a 2 ans, ouais. mais plusieurs fois dans nos conversations, tu te positionnais un peu comme victime de situation
Et comme au début, on se connaissait pas beaucoup, puis on savait pas si on allait tomber amoureux. Ouais. Du coup, je me disais, non, vas-y, le coach pas, essaye de rester dans une posture de meuf normale. Et en fait, Normal. de meuf normale qui papote. Mais en fait, plein de fois dans ma tête, j'avais mon cerveau de coach qui faisait alerte, alerte, Ouais. propose-lui un exercice, pose-lui des questions de coach. Et du coup, je me forçais. Et en fait, quand on a compris qu'on allait rester potes, je crois que instantanément, je t'ai dit, oui, mais s'il te plaît. Est-ce que on peut travailler ensemble sur certaines choses? Et je trouvais ça cool de te faire parler dans le podcast parce que tu m'as vraiment aidé. Et tu vois, on était en train de... T'as repris tes notes là et t'étais en train de relire tous les trucs qu'on avait fait pendant ces quelques séances de coaching. Je crois qu'on en avait fait 5 ou 6, je crois, hein, ou peut-être 8, je sais plus. Enfin, en tout cas, quelques-unes. Ouais, un peu moins d'une dizaine. Et moi, quand tu relis là les trucs, j'ai vraiment l'impression de plus être la même personne en fait. Donc vraiment, tu m'as fait travailler des bons en avant. Et je le sais, pour avoir rencontré plein de pères, à quel point... Alors certes, je suis pas en train de dire que tous les darons sont des darons exemplaires qui se font mettre de côté. Et moi-même, j'ai pas du tout été dans ce truc-là. Mais je trouve que c'est cool aussi de faire prendre conscience aux pères que... parfois, tu peux te positionner de façon un peu trop fastoche dans une position de victime à te dire, bah, en fait, on va le dire, mais en fait, moi, je me sentais vraiment mis à l'écart de ma famille. Alors que, en fait, tu peux tout simplement taffer et faire en sorte de retrouver une place qui t'appartient. Et c'est là-dessus que tu m'as fait travailler, en tout cas. Et tu m'as fait travailler de ouf, d'ailleurs. Ouais. En plus, je l'ai fait sans attendre. C'était la première séance. Oui. Dès la première. Je t'ai dit, allez, vas-y, on y va. On met les pieds dedans. Est-ce que tu veux peut-être raconter un petit peu ce que tu m'as fait faire et que je te raconte moi aussi comment je l'ai vécu? Ouais, je veux bien. Le premier truc dont tu m'as reparlé, là, ça a été de me mettre face à ce que tu appelles une boucle auto-validante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui, en gros, c'est un autre nom pour la prophétie autorisatrice, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a plein de noms. Ouais. Mais en gros, le principe, c'est que tes propres croyances et tes propres certitudes vont engendrer des comportements qui vont engendrer des résultats et qui, du coup, vont venir renforcer ta croyance. Et donc, je suis nulle en maths. Du coup, je fais jamais de maths. Bah, du coup, je suis jamais entraînée en maths. Et du coup, je suis vraiment nulle en maths. Et bah, c'est une boucle. Et pour en sortir, en fait, il faut travailler à l'envers et donc réfléchir. Faut casser la boucle. Exactement, faut casser la boucle. Mais en fait, sinon, c'est trop facile de juste s'arrêter au fait qu'on est nul en maths. Okay. Ou au fait qu'on n'a pas sa place dans sa famille. Ok. Et du coup, c'est effectivement ça que j'avais très, très envie de travailler avec toi dès le début. Et je te remercie pour ta confiance, parce qu'on l'a fait direct. Et en général, j'attends un petit peu de temps pour mettre les gens... Bah là, on se connaissait depuis un petit bail. C'est ça. J'avais confiance en toi. J'étais en confiance avec toi. Donc, il n'y avait aucune raison d'attendre, quoi, tu vois. Oui. Après, c'est aussi souvent des moments où on déteste aussi les coachs. Hein, quand, tu vois, c'est le moment où on met un peu la tête pas dans le caca, parce que on est bienveillants, les coachs, mais je vais garder cette expression quand même. Ouais. Bah là, tu m'as vraiment mis... Enfin, je suis sorti de cette séance, je me souviens, j'étais bouleversé, quoi. J'avais vraiment... Tu m'avais pris ma réalité, tu me l'avais retournée complètement, quoi. Bon, en gros, pour resituer un petit peu, la position dans laquelle je me trouvais à l'époque, c'était ma place est à l'extérieur de la famille. Et en fait, j'avais un mal fou à trouver ma place, comme on l'a dit tout à l'heure. Et j'avais toujours l'impression, et je crois que c'était un vrai truc qui me venait de très longtemps, j'ai dans mon appareil photo, dans mon téléphone, des photos où je suis en permanence derrière les filles, alors qu'à l'époque, on était encore ensemble et tout, tu vois. Et elles étaient toutes les trois, tout le temps à trois. En gros, leur mère les tenait chacune dans une main. Et moi, en fait, j'étais derrière. Et en fait, je me souviens, il y a eu vraiment, je me suis dit à un moment donné, mais t'es encore derrière, quoi. Donc, je prenais des photos. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un peu un côté pour immortaliser le truc et de me dire, regarde, encore une fois, t'es derrière. Et je crois que, tu vois, plutôt que de me dire, viens et va te mettre au milieu, enfin, tu vois, ou va prendre la main d'une des filles, etc. Je préférais me rester derrière et me dire, bon, bah voilà, c'est juste comme ça, quoi, tu vois, je suis derrière et puis je prends une photo et... Ah bah, boucle auto-validante. Bah oui. Je suis toujours à l'écart, du coup, je prends des photos, je suis à l'écart, je vois bien que je suis à l'écart, donc je suis à l'écart. Ça fonctionne. J'ai donc raison. J'ai raison à la fin. Ne me donnez pas tort. De Exactement. toute façon, on fait ça, les boucles auto-validantes.
elles sont là parce que, et c'est normal et c'est rassurant en fait d'avoir des croyances. En fait, les croyances, c'est quelque chose, c'est un doudou. Je crois que, c'est quelque chose qui est hyper fort et qui te rassure dans ta vie. Et de casser une croyance, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant parce qu'en fait, tu remets en question tout. Parce qu'en fait, les faits, c'est indéniable. C'est facile, un fait, c'est voilà, tout le monde est d'accord avec un fait. Une croyance, par contre, c'est hyper intime, ça t'appartient, tu mets des années à la développer, tu mets des années à la renforcer. Et du coup, la boucle auto-validante, elle est vraiment là pour te rassurer. Ouais, je suis nulle en maths et c'est ok. Je suis comme ça, je suis LM, je suis nulle en maths. Pour structurer, limite ta personnalité, quoi. Exactement. Exactement. Je suis LM, je suis nulle en maths. Voilà, je suis comme ça. C'est moi, ça. Et je trouve que c'est d'autant plus dur que je crois que quand tu démontes ce truc-là, en fait, tu te rends compte que justement, une partie de ta personnalité qui était basée sur cette croyance n'était qu'un vulgaire château de cartes, en fait. C'est-à-dire que tu enlèves une carte et d'un coup d'un seul, tout s'écroule et t'es là. Ah ouais, donc il y a moyen de regarder les choses autrement et de faire différemment. Waouh. Et oui, parce que les croyances, on a envie qu'elles soient des faits. Donc en fait, on va venir les renforcer tout le temps un peu plus parce qu'en fait, on sait très bien que si on va pas les alimenter, en fait, elles peuvent vraiment s'écrouler. Et que quand on n'a plus de croyances, en fait, on se retrouve un peu à poil. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur. Pour moi, ça a été dur de m'en rendre compte. Et en plus, ça a été d'autant plus dur que je me suis rendu compte que c'était un truc sans doute que j'alimentais depuis un petit bail. Je crois à peu près au moment où je suis parti à Paris ouvrir les bureaux de Mademoiselle. Donc, je crois qu'à l'époque, là, on est en mai 2022, ça fait 10 ans que j'ai alimenté ce truc où j'avais de ce fait-là aussi du mal à trouver ma place. Et en plus... la nature ayant horreur du vide, je crois aussi que ça a incité ma femme à l'époque à prendre encore plus de place. Et donc c'était d'autant plus dur pour moi de la trouver aussi. Donc ça venait aussi alimenter ma croyance de la voir elle prendre de la place, quoi. Et c'est d'autant plus dur, je trouve, de venir casser cette croyance que tu viens aussi, changer un ordre établi quand tu décides de tout changer. Quand tu décides de venir petit à petit remettre, en tout cas essayer de faire en sorte de retrouver ta place, c'était très très dur parce que ça nécessitait de changer un peu les trucs qui sont établis depuis 10 ans, quoi. Ouais, et ça c'est un deuxième travail. Et ça c'était un deuxième travail d'ailleurs que t'as fait. Oui. Que t'as fait. Et t'as tâtonné un peu au début. Hein. J'ai beaucoup tâtonné, en fait, ouais, parce que je crois que j'ai une période où, tu le redisais là, mais je crois que j'ai une période où j'ai fait en sorte de prendre la place de façon un peu violente et de dire, là, maintenant, c'est ça ma place, et voilà, je m'assois, et en fait, c'est comme ça, quoi. Et poussez-vous. Et poussez-vous, j'arrive. Alors, pas de violence physique, bien sûr, mais en tout cas, une vraie violence, je crois, symbolique, de venir dire en fait merde, alors j'ai droit à cette place et donc je vais la prendre, quoi. À partir de maintenant je fais tout ça. Voilà. Et peu importe l'écosystème, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'était pas cool, c'était cool pour personne et c'était pas écologique ni pour ton écosystème ni pour toi. Oui. C'était dans la douleur oui. Et la violence, encore une fois pas physique mais vraiment un élan un peu c'est un peu agressif ou intrusif. Et du coup, c'est contre-productif parce qu'en fait, tu vas venir t'incruster dans un système dans lequel tu as de toute façon ta place. Donc en fait, tu vas encore te créer une nouvelle place qui n'est pas la tienne. Ouais. Et en fait, je crois que c'est d'autant plus intéressant parce que tu me l'as aussi pointé, ça. Et je crois qu'au départ, j'en avais pas du tout conscience. Parce que pour moi, j'étais juste en train de faire le job et de me dire ok, alors vas-y, viens, on y va et je vais le faire, quoi. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, là, je te disais au tout début, j'ai plus du tout l'impression d'être ce mec parce que je crois que l'un des trucs qui a beaucoup changé, c'est que j'ai décidé d'être plutôt que de faire. Et j'ai juste décidé de montrer l'exemple de qui je suis. Et en fait, ça se joue de façon beaucoup plus naturelle. Et je crois que en plus, c'est d'autant plus dur que quand on est un mec, on a été élevé comme un mec, on a été élevé dans l'action. Et il faut faire. Il faut faire. Et moi, je suis un mec qui fait. Beaucoup qui fait. Et là, je me rends compte, et alors ces dernières années, mais cet exercice-là et globalement tout le travail qu'on a fait ensemble m'a incité à juste être. Et ça se fait beaucoup plus dans la douceur. Alors ça n'empêche pas que, effectivement, tu t'as dit tout à l'heure,
c'est ma place, elle m'appartient. Et c'était incroyable, en fait, tu vois, de me rendre compte de ça, parce que jusque-là, j'étais pas... Non, pourquoi j'aurais une place, moi? Non, ça fait des années que j'ai plus de place, ou en tout cas que dans ma tête, j'avais plus de place. Et c'était incroyable que tu me dises, non, mais tu sais, t'as une place. Elle est à toi. C'est la tienne. T'es pas obligé de prendre la place de quelqu'un d'autre, ni de pousser les autres. Ça va se faire. Prends ta place, elle est libre de toute façon. Et je sais pas... prise. Je l'ai... Tu l'as prise? Moi, je me suis assis, tu vois, et j'ai poussé personne. Non. Mais je me souviens de... On a fait cet exercice à notre première séance. Et effectivement, t'étais très bouleversée. Et la séance était hyper intense. Et je te remercie encore une fois de tout ce que t'as donné pour cette séance. Ça a été vraiment... même moi, dans ma carrière de coach, c'était une belle séance. Ouais. Trop bien. Ouais, c'était une vraie belle séance. C'était authentique. J'arrive pas à sortir du mot authentique parce que j'ai envie d'y mettre beaucoup plus de nuances parce qu'il y avait plein de types d'authenticité. Et ouais, en tout cas, je me souviens de cette séance et je me souviens de la séance d'après où du coup, j'en suis sortie de cette séance, mais tu sais, l'espèce de fierté professionnelle d'avoir fait un truc professionnellement super chouette. La fierté humaine de savoir que t'as vraiment accompagné quelqu'un et c'est vraiment l'objectif de mon job. Ouais, moi, c'est une reconversion, le coaching, tu vois. Et c'est parce que vraiment, c'est ça que je veux apporter aux gens. Donc, t'as cette satisfaction. Et puis après, un peu la satisfaction de... Moi, je suis une solutionneuse. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, on a réglé un problème dans le monde et c'est trop cool. Et du coup, je suis sortie là et la séance d'après... ça a été changement radical parce que du coup tu m'as dit c'est bon, j'ai tout compris. Alors du coup là j'ai dit à partir d'aujourd'hui moi je fais ça, poussez-vous, nanana, et j'étais là waouh. J'ai créé un monstre. Je crois que c'est aussi assez normal, tu vois, que tu décides, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Il y avait un vrai truc de ah ok, en fait j'ai pris tu m'as offert une solution, tu vois, et donc je suis plutôt du genre à, quand j'ai trouvé un truc, je suis plutôt du genre à faire, quoi, tu vois, justement, et à créer les solutions et à y aller. Et j'ai vraiment compris que, après coup, que c'était important pour moi à ce moment-là de prendre des trucs et de faire, quoi. Ouais. Mais non. Non, et c'est pas grave parce que ça a pas pris beaucoup de temps. Je crois que, tu vois, c'est marrant, j'ai pris mes notes exprès parce que je voulais resituer, tu vois, les délais, le temps et tout ça. Et ça a pris juste 2 semaines. Pour que tu retrouves que tu te mettes sur une piste d'équilibre. Parce qu'après, ça, c'est quelque chose qui est long. Ouais, qui peut prendre du temps. Hein. Qui peut prendre du temps, mais je pense qu'aujourd'hui, tu me disais que c'est bon, tu l'avais ta place. Ah, j'ai la sensation de l'avoir. Et surtout, en fait, tu vois, je sens qu'il n'y a plus rien qui me... Je suis plus du tout dans une position de victime. Même s'il y a encore des trucs qui sont compliqués parfois, tu vois, dans ma position de père, je les accepte tels qu'ils sont et ça change tout, en fait. C'est-à-dire que juste, je le prends et je me rends compte que, comment dire, tout ce qui me gratte encore aujourd'hui, en fait, c'est juste des trucs avec lesquels il faut que je fasse la paix moi, et c'est pas la faute des autres. Mais c'est vachement plus apaisant de le voir comme ça, plutôt que de dire, eh ben voilà, je suis encore à l'extérieur, et puis voilà, et puis il n'y a plus personne qui m'aime, et puis nani, et puis nana, et puis mon ex, et puis leur mère, et puis leur fille, et puis les filles qui sont pas gentilles. Enfin, tu vois, c'était toujours, elles sont pas gentilles, quoi. Je caricature un peu, mais il y avait vraiment et elles me ça, mettent de côté. Et elles me mettent de côté. Surtout. Elles me laissent pas prendre de décision, elles me laissent pas être un père. Et il y avait aussi un truc quand même qu'on a levé. C'était aussi quand même... t'avais cette place du coup de victime à qui on laisse pas sa place. Et c'était une croyance et c'était trop cool. Et en fait, de faire tomber cette croyance... tu t'es mis dans l'action, je pense aussi direct. C'est ce que je me suis dit. Je me demande si on l'avait pas abordé un petit peu. Mais je pense que tu t'es mis dans l'action directe parce que en fait, t'étais confronté du coup à un autre problème derrière en faisant tomber ce truc de ok, maintenant on me laisse ma place. Au doute de savoir si tu serais digne de cette place aussi. Genre, personne me laisse la place d'être un père. Moi, je veux être un père. C'est bon, vas-y, poussez-vous, je veux être un père. Et en fait, une fois que t'as dit ça derrière, bah, faut être un bon père. Et du coup, j'ai eu l'impression que tu t'étais quand même mis un peu en action rapidement en mode ah c'est bon, vas-y, je la prends. Mais non, je veux pas.
Ne me posez pas de questions. Je veux pas savoir quel type de père. Non, me posez pas de questions. C'est pas du tout mon style. Je suis pas comme ça, non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Mais ça s'est fait quand même naturellement. Mais je crois vraiment qu'il y a eu une mise en action hyper rapidement de par ton caractère et aussi, genre, on y va, tu vois, un peu comme un taureau, genre, tout droit, vas-y, c'est bon. Ouais. Et tu vois, c'est pareil, ça, je crois que c'est vraiment un truc qui a beaucoup changé maintenant, c'est que, certes, je me mets en action, mais je crois que je me mets en action de façon beaucoup plus douce. Ouais, avant, j'étais là, très bien, un truc, allons-y. Et puis voilà, et puis peu importe que tout valdingue en l'air, c'est pas très grave, quoi, tu vois. Moi, au moins, j'ai l'impression d'avoir réglé mon truc, quoi. Nul. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, t'es peut-être aussi plus armé pour affronter les doutes. Les émotions négatives que ça entraîne. Les doutes de ok, là je me plains parce que j'ai pas de place de père, mais quand bien même j'aurais une place de père, est-ce que je serais bien à cette place? Est-ce que j'en serais content? Est-ce qu'on serait content de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Du coup, ça faut quand même avoir un peu de courage pour affronter ce genre de questions. Oui, et pas que du courage aussi. Je crois qu'il faut aussi être capable de recevoir les émotions négatives que ça va générer. Parce que, encore une fois, en tout cas, je vais parler de moi, mais je crois que comme beaucoup de mecs que j'ai pu voir dans mon canapé, dans mes podcasts et tout, c'est souvent tellement dur de gérer les émotions négatives et on nous a tellement pas appris qu'effectivement, on préfère rentrer dans l'art et faire en sorte de ne pas les ressentir plutôt que de les regarder en face et de voir que, ok, ça génère de la tristesse. Il y a mes enfants qui peut-être me rejettent pendant un temps, peut-être que c'est compliqué, il y a de la colère envers leur mère ou envers elle. Plutôt que de le gérer, je préfère rentrer dedans et puis pas regarder, quoi, tu vois. Et de regarder cette colère en face, aussi, je crois, un truc hyper important pour tous les mecs, de comprendre qu'en fait, la colère, elle est pas obligée d'être violente. Et ça, c'est un vrai truc que j'ai appris il y a pas très longtemps, tu vois. Enfin, il y a pas très longtemps. À l'échelle de ma vie, oui. J'aurais préféré l'apprendre beaucoup plus tôt. Mais tu vois, de comprendre qu'en fait, tu peux aussi avoir que généralement, la violence, elle vient d'une colère qui est pas exprimée, parce que tu as décidé pour plein de bonnes raisons de pas l'exprimer, et que ça finit par se transformer en violence. Alors qu'en fait, tu peux juste dire de façon très sereine et très posée à quelqu'un, là, je suis en colère contre toi, avec ce ton de voix-là, et que c'est déjà super, en fait, de le faire comme ça. Ouais, on dit toujours tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Oh. Du coup, une fois que si tu ne ressors pas tes émotions, elles vont rester. C'est comme ça que tu as des fois mal au dos ou des choses comme ça. Et c'est aussi comme ça des fois que les émotions, si elles sont pas exprimées, en fait, elles continuent leur vie dans ton système. Donc, en fait, elles vont venir se nourrir d'autres choses. Ah bah tiens, il y a cet élément-là, il y a cet élément-là. Donc, je grossis, puis un jour, ça pète. C'est bizarre, j'ai pas eu du tout mal au dos, moi, pendant 6 ans. Hein. Du tout. J'ai pas du tout fait tous les spécialistes de Paris et d'ailleurs. Donc, en gros, pour parler de mon cas, moi, j'avais vraiment la sensation que ma place était à l'extérieur de la famille. Donc ça, c'était ma croyance. Ouais. J'étais à l'extérieur. Et en fait, ce que ça engendrait comme comportement, c'est que j'étais souvent observateur, qu'en fait, je m'imposais pas, que j'étais pas spécialement proactif au sein de la famille et dans ma relation avec les filles. Et donc, en fait, j'étais pas dans ma place de père. Et j'étais un peu... Je me trouvais aussi un peu trop respectueux de ce qu'elles voulaient, de ce qu'elles attendaient. Oui, tu voulais pas déranger, en fait. Je voulais pas les embêter. Ouais. Vraiment. Et tu y allais à la pointe... Enfin, t'allais pas à la pointe des pieds, tu y allais pas du tout, en fait. Ah non, j'y allais pas. Et quand j'y allais, c'était vraiment sur la pointe des pieds, vraiment. Ouais, sur la pointe des pieds. Je veux pas vous déranger, hein, mais voilà, quoi. C'est juste une petite question, mais ouais. Voilà. Et donc, en fait... concrètement, c'était quoi t'as des exemples de comportements précis de cette période? Tu posais pas les questions, t'attendais qu'elles t'arrivent. Exactement. Hein, sur tes filles, par exemple, sur l'orientation. Ouais. Typiquement, sur l'orientation, je m'en mêlais pas, alors qu'en fait, j'en crevais d'envie. Mais je savais pas par quelle boule prendre. Je savais pas comment faire. Et surtout, je finissais par croire que c'était pas de mon ressort. C'est-à-dire que j'avais aucun rôle à jouer, alors que je vivais trop mal. En plus de pas avoir de rôle à jouer là-dedans. C'est ça. Et du coup, le résultat de pas poser la question, enfin de tout ce que tu viens de dire, et de manière très concrète, de pas poser la question, par exemple, concernant les orientations scolaires de tes filles, et ça a amené des résultats. Ça a amené des résultats comme, en fait, déjà, elles me tiennent pas au courant de leur vie. Ouais. Parce que on est à 250, 300 km de distance, et il y a plein de trucs du quotidien que je
que je ne vois pas au quotidien. Donc à l'époque, j'avais comme croyance, et le résultat c'était, ma famille part du principe que ça m'intéresse pas, en fait qu'elles ont pas besoin de moi et que globalement je sers à rien, quoi. Et Le résultat aussi de pas venir interagir avec tes filles concernant les décisions qu'elles prennent. En fait, ça avait aussi comme résultat que tu n'avais pas ce que tu pensais être bien pour tes filles. C'est-à-dire que toi, tu avais des conseils à leur donner et tu pensais qu'il y avait des choses qu'elles pouvaient tester, essayer, ou au moins des sujets sur lesquels elles pouvaient se pencher et y réfléchir. Et en fait, comme tu le proposais pas, et ben le résultat, c'est qu'en fait, tes filles n'y pensaient pas et en fait, tu n'avais pas la possibilité de leur proposer des solutions, des options, de les amener là où tu avais envie de les amener ou pas envie de les amener, mais peut-être en tout cas de leur mettre une pierre dans leur jardin, quoi. Exactement. Et c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui a tellement changé, j'ai l'impression, par rapport à justement ce truc de pierre dans le jardin, où aujourd'hui, systématiquement, quand j'ai une discussion, c'est très marrant parce que donc on a des relations un peu plus complexes avec Kim, ma deuxième fille, et en fait, on parlait avec Lina, donc ma fille aînée, de ses projets d'avenir après le bac, parce que là, elle passe le bac cette année, et elle avait une idée en tête et tout, et tu vois, je la questionnais, je la challengeais un petit peu et tout, et je voyais que c'était, ok, ça la faisait réfléchir à un machin, et en fait, à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, moi, c'est vraiment une pierre que je te mets dans ton jardin, juste fais avec, réfléchis, prends le temps, si t'as d'autres questions, tu peux venir et tout, et c'est très marrant parce que Kim, qui est plutôt du genre à me tenir à distance, était à côté et elle m'a dit, est-ce que toi aussi tu veux bien me mettre une pierre dans mon jardin, s'il te plaît? J'ai dit, mais je n'attends que ça. C'est génial. Donc tu vois, petit à petit, mais c'est sûr que ça a pris du temps, quoi. Et aussi un des résultats au fait que tu te mettes pas dans ta famille et que tu te mettes pas dans ton rôle de père, c'est que tu n'apportais pas à tes filles tes compétences de vie, alors que tu en avais plein et que tu avais plein de choses à partager. Mais j'étais convaincu que ça ne leur servait à rien. C'est incroyable, hein. Alors qu'aujourd'hui, je vois très bien tout ce que je peux apporter à mes filles et tout ce que je peux leur apporter comme, je sais pas, tu vois, comme vision différente du monde de leur mère, qu'on ait une vision complémentaire du monde, etc. À l'époque, j'étais plutôt dans la bagarre et dans l'invective et dans... Mais non, mais regarde, ça c'est mieux que ça, quoi, tu vois. je me fais rire. Et donc, effectivement, tous ces résultats-là, en fait, finissaient par renforcer la croyance qui était, en fait, ma place est à l'extérieur, quoi. Oui, j'ai pas ma place. Mais forcément, si tu faisais rien, si t'étais jamais dans les moments forts ou les moments de vie de tes enfants, et t'étais pas dans ta place de père, donc forcément, ta croyance, elle était renforcée plus. Et du coup, après, il y a eu la séance où on a fini là-dessus. C'était assez. Et du coup, la séance d'après, tu as été pleine balle, hein, on a dit. Et on a discuté là-dessus. On a passé une séance tranquille à essayer de se sortir un peu de cette position de c'est bon, j'y vais, c'est bon, j'ai compris, j'y vais. Et on a fait une séance plutôt cool aussi sur l'écoute. Incroyable. Ouais. On a fait des exercices sur l'écoute, on a fait des exercices sur les parts de responsabilité et les zones d'influence que tu as. Donc de n'influer que sur ta zone à toi et de pas essayer d'influer sur les zones des autres. Et aussi un exercice assez cool qui s'appelle les positions de perception. C'est qu'on se met à la place des autres pour essayer de mieux comprendre comment des fois l'attitude peut être comprise et entendue par les autres. C'est hyper intéressant pour les familles recomposées et quand vous avez du mal à vous mettre dans les pompes du coparent, par exemple. En tout cas, moi, ça m'a vachement aidé. Ouais. Et c'est seulement après tout ça qu'on a pu revenir à cet exercice et se dire, maintenant on reprend. La fameuse boucle, tu veux dire? Et on reprend la boucle à l'envers. Donc en fait, t'avais ta boucle avec ta croyance qui engendre un comportement, donc ta croyance de t'as pas ta place, qui engendre un comportement où tu fais, tu prends pas ta place, t'appelles pas, tu prends pas les infos. Le résultat, c'est que t'es jamais là. Et donc, du coup, croyance renforcée. Et on a été la remonter à l'envers. Avec des actions beaucoup plus douces. Je sais pas si tu t'en souviens. De très loin. Donc, du coup, on repartait de j'ai pas ma place dans ma famille. Et du coup, tu repars du résultat pour aller adapter un comportement
qui est en adéquation avec ton résultat. Ouais. Le résultat, c'était montrer Montrer par l'exemple, c'est marrant. par l'exemple Ouais. À mes filles et globalement à ma famille, quoi. à ta famille, Ouais. offrir des solutions à tes enfants, apporter des solutions aux problèmes que peuvent rencontrer ta famille. C'est incroyable. Ouais, être au centre des décisions familiales, participer aux décisions familiales. Enfin, ça, c'était les résultats que toi, tu voulais. Et du coup, de ces résultats-là, on a été chercher un comportement qui était adapté à ces résultats-là. Et le comportement, c'était, spoiler, pas du tout de défoncer la porte et de venir se poser au milieu du canapé avec les jambes écartées. Ouais, manspreading. En manspreading, c'était pas du tout ça. C'était des toutes petites actions que tu as réalisées et qui t'ont mis un pied tout doucement. Ouais. Tu te souviens des actions là? Écoute, J'en non, je avais me noté souviens quelques-unes. C'était beaucoup. C'était tout doux. C'était plein de petits trucs, en des fait. mini-actions. Du quotidien. C'était reprendre un peu recommuniquer dans le WhatsApp de la famille avec tes filles, poser des questions, proposer des solutions sur c'était quoi le permis de conduire ou Ouais, exactement. prendre des informations toi sur la fête du collège. Tu te souviens? Parce que du coup, t'étais jamais invité, personne t'attendait aux fêtes de collège. Oh là là, oui. Tu te souviens? Ça, c'était aussi quelque chose qui a fait que tu te sentais pas du tout à ta place. T'étais pas invité aux fêtes de collège. Et ben en fait là, tu as noté dans le comportement, c'est que toi, tu as été chercher l'information sur la date de la fête du collège. Ouais. Et tu l'as fait et tu y as été. Bah oui. Mais en fait, tu l'as fait. Et en fait, il suffisait juste de toi te positionner, de dire quelle est la date de la fête de collège. Et en fait, à travers cette simple question, t'es rentré à ta place. Ouais. Et t'as été à la fête du collège. Et du coup, t'es rentré dans la vie scolaire. Et après, ça a été juste une suite avec des petites actions. Mais une fois que le premier pas était fait, c'était des tout petits pas. C'était des tout petits pas plutôt que de tout défoncer et de décider de se poser là, quoi. Mais je crois que c'est un truc aussi qui est d'autant plus dur, je trouve, quand t'es éloigné du quotidien, c'est que c'est beaucoup de quotidien, finalement, la vie de parent. Et alors, effectivement, quand tes enfants sont tout petits, encore plus. Quand ils deviennent ados, peut-être un peu moins, mais en fait, il y a des moments clés sur lesquels il ne faut pas hésiter à aller se positionner. Et ouais, ça m'a... petit à petit, en fait, je dis pas que j'ai tout gagné, j'ai percé le jeu du père idéal, quoi, tu vois, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que... Non, mais t'es à ta place. Voilà, j'ai beaucoup plus qu'il y a 1 an et demi, quoi. Mais là, de toute façon, ton objectif, c'était pas d'être un père parfait. Non. C'est aussi pour ça que la petite crainte, elle a été facile à lever chez toi. Le père idéal, compliqué. Hein. C'est un père, déjà. Déjà, pour commencer, qui fait du mieux qu'il peut. Et qui fait mieux qu'il peut, je suis sûre que tu fais très bien. Je fais de mon mieux que je peux. En tout cas. Ok. On avait fait une liste aussi de ce que voulait dire un père. Ouais, tu m'avais selon Fabrice Laurent. Tu te souviens, on avait fait une checklist. Parce qu'on était là, mais on veut pas être un père parfait, on veut être un père. Ouais, j'avais fait toute une liste. Ouais. C'est marrant. Et regarde, tu coches tout. Regarde aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Je me souviens plus. Hein, bah ouais, je sais que tu te souviens plus, mais regarde, là, t'as la partie aussi... accompagné sur les suivis médicaux, les suivis psy. Bah ouais. Et tu vois, genre... Donc, on a vu cet été que t'as accompagné ta fille sur son addiction au tabac. Son addiction au tabac, être un coparent, donc faire équipe avec la mère, suivi des notes. C'est un truc que j'avais complètement laissé tomber. Aujourd'hui, c'est des discussions qu'on a peut-être pas tous les jours, tu vois, mais à chaque fois qu'on se voit, on discute un petit peu des notes et de comment ça se passe. Laisser à la fois de l'autonomie et être en soutien, bah ça, je suis en plein dedans. Ouais. Futur professionnel, pour moi, c'était hyper important de remettre un pied là-dedans. Et même, tu vois, si tout s'est pas passé comme j'aurais aimé, tu vois, notamment par rapport à la vie, à la décision du lycée de Kim, tu vois. En fait, c'était cool parce que j'étais dans la discussion et c'est marrant parce que je l'ai pas été tout de suite, mais plutôt que de me positionner en ouin, c'est pas juste et c'est pas cool. En fait, j'ai prévenu leur mère en fait en disant bah en fait tu vois là, t'es en train de me mettre de côté et j'aimerais bien y être quoi. Et je crois que à chaque fois, c'est des petites piqûres de rappel qui font du bien quoi. Et effectivement, santé mentale, c'est marrant. T'as noté la santé mentale, tu vois. Oui. Et protégée. T'as noté la santé mentale. Oui. Et en fait, t'es complètement dedans. C'est vrai.
Donc c'est cool. Bravo, tu coches toutes tes cases d'un père selon Fabrice Florent. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide, parce que sans toi, je crois que j'en serais pas là aujourd'hui, c'est même sûr et certain, quoi. Donc tu m'as vraiment aidé à déverrouiller plein de choses, et c'est pour ça, ça fait, je crois que ça fait 1 an qu'on parle que tu viennes à ce micro. Ouais. On a parlé du stress au début. Je crois que toi-même, tu étais en train de façonner ton offre de coaching, quoi. Donc là, t'es prête? Je suis prête. S'il y a des ouais. gens qui veulent, s'il y a des darons, des daronnes qui veulent venir te faire taffer, t'es dispo. Je mettrai un lien, hein, pour, Ah bah oui, pour mais que les un gens petit lien. puissent venir travailler avec toi. T'as un Calendly, là, t'as un petit outil pour prendre rendez-vous avec toi. Ouais, mais en fait, avant de venir te parler au micro, je me suis mis une espèce de pression en me disant « Ah là là, mais il faut que tu sois très clair sur ton offre, il faut que tu aies une page Instagram, il faut que tu aies un Calendly et compagnie. » Et j'ai tout ça maintenant. Ouais, ma page Instagram, elle est toute fraîche, toute neuve. Il n'y a pas beaucoup de choses encore dessus, mais elle existe. Et puis j'ai un peu plus de facilité à parler de mon offre. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau alors? Attention, parce que j'ai été 15 ans commerciale avant ça. Quand c'est le moment de me vendre, je suis la pire des commerciales du monde. T'es une bonne commerciale pour vendre, pas toi, c'est ça? Mais bien sûr, quand le produit c'est moi, t'imagines l'enfer? Moi, je peux vendre plein de choses. Mais moi. Non, mais je sais que... Je devrais te faire coacher pour ça. Ouais, je sais. Tu m'aideras. Parce qu'en fait, le coaching, c'est vraiment quelque chose qui est en moi depuis à peu près tout le temps. J'ai commencé à coacher avant ma certif. Et je me suis quand même certifiée parce que syndrome de l'imposteur, tu sais. Ouais. Genre, si t'as pas de certification, t'es un peu un charlatan. Ouais, et puis je trouve ça bien aussi parce que j'imagine que ça t'a appris plein d'outils, quoi. Mais oui, ouais, je m'attendais pas à apprendre tout ça. Mais voilà, ça reste quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Et je m'éclate. Je sais pas si tu connais l'ikigai. Si. Mais c'est mon ikigai, d'accompagner, d'aider les gens à poser des mots. Pour les gens qui l'ont pas, en gros, c'est vraiment votre raison d'être. La raison d'être. C'est un terme japonais. Il y a tout un système que tu fais d'ailleurs. Hein, je suis coach ikigai aussi, ouais. Tu proposes ça pour les gens qui cherchent un peu leur raison d'être. C'est c'est un bon outil. C'est ça, l'ikigai, c'est vrai. Quand t'es dans ton ikigai, en fait, tu fais une activité qui te donne de l'énergie plutôt qu'il t'en prend. Donc, en fait, c'est infini. J'adore ce que je fais. Et en fait, quand on adore ce qu'on fait, on a envie de le faire et de le faire beaucoup. Donc, en fait, j'avais envie d'aider tout le monde. Et en fait, du coup, au moment de te vendre, tu coaches qui? Mais tout le monde. Ouais. Évidemment, tout le monde. Donc, non, t'as dû segmenter un peu. J'ai dû segmenter quand même selon, en réalité, enfin, j'avais l'impression je voulais coacher tout le monde, mais en réalité, j'avais quand même mes petites préférences et les points sur lesquels je me sentais vraiment plus utile. Et du coup, je cible, j'accompagne 3 types on va dire, de personnes. Les femmes autour de leur retour de congé mat, ou les femmes autour de leur grossesse ou de leur maternité, parce que c'est clairement le moment le plus... C'est un point pivot énorme dans la carrière et dans la vie d'une femme. Exactement, il y a tout qui vient... toutes les cartes sont rabattues. Et du coup, le fil rouge, en fait, de tous mes coachings, c'est aider les gens à trouver leur place de manière globale. Okay. Donc, en fait, c'est pour ça que quand on avait nos conversations, quand je t'entendais ne pas avoir de place, j'étais là, mais... Je vais pas l'aider. Je vais le faire. Laisse-moi t'aider. Et donc, du coup, effectivement, une femme qui devient maman, en fait, il faut retrouver toute sa place. Sacré Zumba, quoi. Ouais. Sa place de femme, d'épouse, d'amie, parce que t'as plus les mêmes temps. Dans ton corps, c'est même plus la même place. Au travail, c'est même plus la même place. Enfin, voilà, t'as tout qui est redistribué. Donc, du coup, j'accompagne sur beaucoup de points et notamment aussi sur toute la partie vie pratique. Donc, tu sais, je fais aussi du coaching budgétaire. Je sais que c'est aussi un sujet que tu kiffes. Donc, je suis aussi coach budgétaire et je trouve que c'était très adapté de me développer là-dessus aussi pour les jeunes mamans. Oui. Et je fais aussi du coaching organisationnel, donc aider à s'organiser vraiment dans la journée, gérer son temps et compagnie. Très pratique, quoi. Très, très pratique. Plus du coaching Ikigai, en général, c'est retrouver du kiff dans ta vie. Donc, tu vois, il y a un peu tout ça, la confiance en soi. Enfin, bref, t'as tous les sujets, de toute façon, dans les jeunes mamans. T'as aussi tu me disais, t'as aussi tous les gens qui sont un peu dans des carrefours de vie. Exactement. Les divorces,
Alors, tu disais les jeunes mamans, mais ça peut aussi être des jeunes papas. Et complètement, les jeunes papas, toutes les périodes de vulnérabilité. Donc effectivement, tu as la parentalité, les moments où tu deviens parent, où tu as des difficultés, même quand tu as des ados, tu vois, où du coup, ça te re-challenge un peu et donc ça peut devenir compliqué. Mais aussi les séparations. Qui sont des moments bien hardcore. T'as la maladie aussi. Ok. Hein, tous ces moments en fait perso qui vont venir aussi rechambouler tous les pans de ta vie, un peu comme une grossesse en réalité. Hein. Des moments perso, mais en fait ça va venir impacter le pro, le perso, l'intimité. Enfin, t'as vraiment tout qui a besoin d'être restructuré, renouvelé. Ok. Donc voilà. Et après, j'accompagne aussi en entreprise. Voilà, j'accompagne en entreprise dans les contextes de crise sociale. Les crises sociales, ça va être typiquement les entreprises dans lesquelles il y a vraiment des problèmes en termes de RH, avec des gros turnovers, avec des dénonciations sur les réseaux sociaux de boss toxiques, par exemple, ou des entreprises dans lesquelles il y a pas mal de prud'hommes, ou voilà, dans lesquelles, en tout cas, j'ai envie d'accompagner les gens pour que tout le monde soit bien aussi au travail, et donc vraiment accompagner le côté bien-être au travail. Et donc, je vais accompagner en entreprise aussi bien les boss qui ont été accusés, ou qui ont eu des comportements qui étaient pas adéquats ou maladroits, enfin bon, peu importe le sujet. Les accompagner pour comprendre en fait ce qui se passe, et en général c'est pas que pro, hein, du coup on va aussi aller chercher le perso, donc c'est intéressant, ça permet aussi à la personne de travailler sur elle-même de manière profonde, pas seulement pour ce qui s'est passé de manière ponctuelle, mais vraiment pour que ça soit une situation qui soit pérennisée. J'accompagne les équipes parce que un climat social c'est pesant au quotidien, donc du coup je vais faire des audits, vraiment essayer de comprendre le sujet, et puis j'accompagne aussi les personnes qui se sentent mal à leur place, et puis ces personnes qui peuvent se sentir harcelées, qui peuvent se sentir visées par des injustices, qui sont en général des personnes qui sont tellement atteintes par ce qu'elles vivent au quotidien qu'elles vont subir en fait la situation. Et elles vont être tellement épuisées de gérer le stress et l'injustice d'une mise au placard, ou bref, ou peu importe les injustices qu'elles peuvent trouver au travail, mais du coup elles vont se sentir tellement épuisées par tout ça qu'elles vont pas chercher de travail, donc en fait elles vont rester dans une situation, s'épuiser jusqu'au renvoi, jusqu'au prud'homme, peu importe, et en fait c'est toujours quand même vachement plus sympa quand on voit qu'un employé a été déçu, n'est plus engagé dans la société. C'est quand même vachement plus sympa si on voit qu'elle n'arrive pas à se mettre en action, de lui offrir un coaching pour soit la remobiliser, la remotiver, et lui permettre de faire tomber les barrières et de passer au-dessus des injustices qu'elle a pu vivre pour se remobiliser dans le projet d'entreprise. Ou alors de l'aider à juste partir dans des bonnes conditions, mais voilà, que la personne puisse ne pas stagner comme ça pendant un an. Un an. Donc tu fais tout ça, quoi. Ouais. Trop bien. T'as vu, j'ai encore du mal à être synthétique quand je parle de ce que je fais. C'est trop intéressant. Mais, t'as raison. Mais ouais, je pense que le coaching, c'est vraiment une solution à... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la solution à tous les problèmes. Alors, je crois que la meilleure solution à tous les problèmes, c'est d'aller en thérapie. Oui. Et en fait, c'est trop bien après de le faire accompagner par un coaching, parce que c'est très, pour le coup, complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Le complémentaire. coaching va chercher dans l'action et dans le quotidien et dans le court terme, finalement, pour répondre à un problème. Je trouve ça bien aussi de l'accompagner d'une thérapie qui va aller creuser un peu plus profondément sur qui tu es et d'où tu viens. Et en pourquoi. fait, c'est encore plus complémentaire, je trouve. C'est qu'en fait, la thérapie et le coaching vont répondre à deux questions différentes. La thérapie, elle va répondre à pourquoi tu es là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Donc vraiment aller creuser dans le passé. Et le coaching, en fait, ça va pas vraiment aller parler du passé, rapidement, parce que quand tu parles du présent, tu as toujours un petit rappel au passé. Mais en gros, le coaching part vraiment du présent pour aller vers le futur. Et la question, c'est comment je vais là-bas. Donc juste à partir du présent, comment j'y vais. Mais du coup, si tu as fait une thérapie pour comprendre le pourquoi et que tu fais un coaching pour comprendre comment aller,
Ça va. En général, ça va bien. quand même pas trop mal, ouais. Ça va bien, ça va vite. Mm. Merci beaucoup en tout cas Hélène d'être venue raconter tout ça et puis merci de m'avoir aidé parce que vraiment c'est trop bien. Je relis ces notes et je me dis waouh, qui étais-tu? Et en même temps c'était il y a 1 an et demi, c'était il y a vraiment pas longtemps quoi. Ouais, mais bravo à toi. Bravo pour tout le chemin que t'as fait. Merci beaucoup. Sincèrement. Et si vous voulez prendre contact avec Hélène, je mettrai tous les liens. C'est ça, t'as un petit call de 30 minutes pour faire connaissance avec toi, c'est Ouais, ça? la première séance est gratuite, Okay. ouais. Et ensuite, on peut faire toutes les séances en visio. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup. Avec Des plaisir. bisous. Merci, Salut. bisous. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.